guerre. Ouais. Maintenant, on a montré à la face du monde qu'il n'en était rien. Ouais. Mais tout ça a pu se faire grâce à Dieu. Bien sûr. Donc c'est parce que j'ai pensé à Dieu. J'ai pensé à tout ce qu'il y avait entre nous. J'ai pensé à tout ce qu'on disait entre nous. J'ai pensé aux personnes qui disaient que ça ne pourra jamais se faire parce que ces deux-là, c'est comme chien. Disons des bagarres entre ennemis. Est-ce que ce pays ne part pas à la dérive? Absolument. C'est que, en fait, il faut remonter un peu longtemps, un peu en arrière. Les 3 jours de manifestation. En fait, il faut quand même voir l'origine d'abord de ces manifestations-là. Après cela, vous avez vu des discours des autorités qui sont sortis pour taxer la jeunesse sénégalaise de rebelles, de terroristes. Donc, ce n'est pas simplement quand même des discours ethnicistes, mais c'est des discours qui tendent vraiment à diviser le peuple sénégalais, qui est un et indivisible. Parce qu'il faut quand même se rappeler du discours de Cheikh Anta Diop, qui disait que la vallée du fleuve Sénégal, la vallée du fleuve du Sénégal est le berceau de tous les Sénégalais. C'est-à-dire que tous les Sénégalais tirent leur origine dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est-à-dire aussi que tous les Sénégalais partagent un lien de parenté. Aujourd'hui, moi, quand je vois des hommes politiques ou bien des hommes de médias, pour des raisons d'intérêt et de pouvoir, tenir certains discours qu'ils ne croient même pas, vraiment, et ces jeunes-là, vraiment, qui sont vraiment, je sais pas, qui sont émotifs, vraiment, et vraiment créer des bagarres entre eux, je pense que quand même l'urgence est ailleurs. Le problème pour moi, ce n'est pas d'y croire ou pas, mais de tenir ce débat en public, un débat tenu par des autorités, vous l'avez dit, tenu par des hommes politiques de l'opposition, tenu aussi par des hommes des médias. Est-ce que le chef de l'État lui-même, garant de la cohésion sociale, ne doit pas siffler la fin de la récréation? Absolument, Hassan, moi je suis d'accord, parce que en fait, moi, quand on me parle d'État, l'état de droit, vraiment, je pense que le procureur devait saisir sur certaines questions, surtout sur cette question-là, parce que aussi, on ne peut pas, pour des intérêts politiques, vraiment saper cette cohésion sociale qui date de très longtemps. Vraiment, nous, on a hérité quand même le cousinage entre Serer, Diola et tout couleur. Moi, je suis Halplar, mais j'ai des amis Diola qui me sont chers, qui me sont très chers. Donc, moi, en fait, aussi, c'est très dangereux, même quand on voit certains partis politiques avec leur mobilisation ethniciste, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, depuis longtemps, j'avais quand même cette phobie-là. J'avais vu quelque chose qui se tramait, que je voyais certains hommes politiques qui sont des intellectuels, qui ont un niveau d'intelligence élevé, qui vraiment, c'est eux même qui devaient vraiment, je ne sais pas, apaiser ou bien participer à la cohésion sociale. Mais eux, aujourd'hui, c'est eux, pour des intérêts, encore une fois, crypto-personnels, qui tiennent ces discours-là. Comme disait Kerry James, même les nazis avaient leur propre intellectuel. Aujourd'hui, ce sont ces intellectuels-là qui sont en train peut-être de saper la cohésion sociale. Quand on lit quelqu'un comme Madiam Baldjagne, quand on lit Yorodja qui parle d'Adjissar comme la Serer Nyominka, cette particularisation de la personne, ça et le ministre de la Justice pousse le bouchon un peu plus loin. Avant un peu, on a entendu Ousmane Sonko, leader incontesté d'une partie de l'opposition qui parle de la Casamance. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas remettre à plat tout ça pour éviter ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple? On n'en est pas encore là, mais les prémices sont là. Ah, absolument, absolument. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que quand on entend le discours de Yorodja, il veut vraiment toucher la sensibilité des Serer Nyominka. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces discours démagogiques-là. Aussi, j'ai eu à le dire, hein, nous tous, nous sommes en train de faire de la politique politicienne. Je suis désolé, il n'y a pas de changer le système. Il n'y a pas quelqu'un qui veut changer le système et qui répète la même chose que ce qui se faisait avant.
Qu'est-ce que c'est que changer le système? Changer le système d'abord, c'est essayer d'unir davantage les Sénégalais sur des objectifs précis. Comme je l'ai dit, moi je suis Halpulaar, je pouvais dire que je suis Nedo Bandoum et allié avec Macky Sall, mais j'incarne le mouvement Réccu Fal Macky par des principes. Moi, je ne crois pas à ça. Et je crois que le Sénégal, vraiment, c'est, comme je l'ai dit, donc on a une particularité. Cette particularité, c'est quoi? C'est-à-dire le bon cousinage. Il m'arrive parfois d'avoir un serreur qui doit me faire un service. Mais quand on fait le marchandage, du moment que je sais que c'est un serreur, je lui dis non. Moi, je ne fais pas de marchandage. Moi, je vais te donner ça comme cadeau. Mais on sourit ensemble. Mais parfois, même eux, ils me font un traitement de faveur. Mais voilà ça. C'est ça qui est le ciment de notre société. C'est ça qui a toujours sauvé le Sénégal des guerres civiles qu'on entendait dans la sous-région. Mais aujourd'hui, quand on voit dans les deux camps véhiculer des discours démagogiques, machiavéliques, qui touchent la sensibilité des gens, vous l'avez vu. C'est-à-dire que la jeunesse sénégalaise a toujours été victime des politiques. Depuis le mouvement 23 juin, vous avez entendu les Mamadou Diop. C'est les jeunes qui sont morts. Aujourd'hui, les fruits ont été quand même, je sais pas, sont profités par les politiciens, par des hommes politiques. Lors de ces dernières manifestations, vous avez vu, c'est des jeunes qu'on a tués, Hassan. Ces jeunes-là, nous avons besoin de ces jeunes pour la construction de ces pays-là. L'émergence qu'on parle, c'est la jeunesse qui doit porter l'émergence de ce pays-là, mais pas cette ancienne génération-là. Mais encore une fois, je suis désolé, cette manière de faire la politique-là, dans ce pays-là, jusqu'à heurter vraiment les sensibilités, jusqu'à heurter vraiment cette cohésion sociale, moi je ne suis pas d'accord. Il faut que les gens, les hommes politiques, revoient leur discours. C'est important. Vous disiez qu'il n'y a pas un homme politique qui veut changer véritablement le système, alors que c'est le cheval de bataille d'Ousmane Sonko. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, sa démarche n'est pas bonne. Il est en train de répéter ce qui... Pourquoi? Bon, Ousmane, il est en train de faire vraiment beaucoup de contradictions. Aujourd'hui, moi, par exemple, le mouvement M2D, mais vous voyez des gens qui avaient vraiment négocié avec le pouvoir lors de ce dernier remaniement. Des gens, vraiment, qui étaient avec le pouvoir, ou bien des gens qui travaillent directement avec le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on doit changer le système et vraiment répéter la même chose de ce qui se faisait. Ce qui se faisait, c'est cette politique politicienne-là. C'est-à-dire que vraiment recruter tous les hommes politiques qui ont un nom ou bien qui ont vraiment un vécu politique dans une coalition. Moi, je lui conseille quand même de mettre en place un cadre typiquement citoyen, de travailler avec les mouvements citoyens. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Là, vous dites que le mouvement MDD n'a rien à voir avec la lutte pour la démocratie. C'est juste une conglomération d'hommes politiques pour des sinécures. Mais absolument, le mouvement M2D, quand on voit quand même sa démarche, vraiment de vouloir tout le temps mobiliser la jeunesse et vraiment avoir une survie politique, il y a des gens vraiment qui avaient une mort politique, si je peux m'exprimer ainsi, mais avec le mouvement M2D, ils se sont recasés et se positionnaient dans les plateaux, mais ils ne croient pas vraiment à cette logique vraiment de sauvegarder la démocratie sénégalaise. Vous faisiez partie de ce mouvement M2D, non? Oui, mais je me suis retiré et j'ai mis en place le And Aar Askan Wi. And Aar Askan Wi, A3B. And Aar Askan Wi. Et moi, en fait, j'ai le soutien des psychologues qui sont en train de faire un travail psychologique vraiment à l'égard des victimes des manifestations, à l'égard de la jeunesse. Aujourd'hui, l'heure est quoi? C'est-à-dire que l'heure, ce n'est plus de faire la politique politicienne ou bien quand même de tirer tout ce qui bouge. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est aller à la jeunesse, les assister. Macky est en train de dérouler son mandat. Donc, on est loin de 2024. On ne doit pas avoir un calendrier typiquement politique ou bien un programme typiquement politique, mais citoyen. Si on laisse Macky Sall le dérouler jusqu'à 2024, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le même piège que nous avait tendu quelqu'un comme Abdoulaye Wade à la fin de son mandat en 2011? Il a déclaré qu'il est candidat, ce qui a occasionné aussi 8 mois de manifestations. Absolument, moi je suis d'accord qu'il faut quand même tenir ça en compte, mais attention, les dernières manifestations ont réglé la question du 3e mandat. Ah, vous pensez? Voilà, parce que je vous dis une chose, c'est ici que j'avais dit en 2016, le 8 mars 2016 sur Walfadjri, que Macky a un projet
de briguer une troisième candidature le 8 mars 2006 ici à Walfadjri. Mais ici aujourd'hui aussi que je vais dire que ce projet de troisième candidature a été réglé. Désormais, lui... Qu'est-ce qu'il veut faire quoi? Non, mais attention, mais vous avez vu quand même cette effervescence de la jeunesse qui est sortie pour dire non quand même, je sais pas, à la malgouvernance surtout, au chômage, aux promesses non tenues. C'est pas le fait quand même de prendre Ousmane Sonko. Cette jeunesse-là ne s'intéresse pas tellement à la politique. Mais ils étaient ras-le-bol vraiment de voir la malgouvernance, de plonger dans un chômage sans précédent, d'être étouffés par un régime qui ne leur offre pas un cadre de vie décent. Mais vous avez vu en octobre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts en partance vraiment de l'Espagne. Mais ces jeunes-là, attendez Hassan, Macky Sall est responsable. Pourquoi? Ces jeunes-là avaient attendu les 5000 emplois par an durant 5 ans. Ces jeunes-là avaient encore attendu les 1 million qu'il leur avait promis lors de sa campagne de 2019. Ces jeunes-là sont très patients, mais ils ne peuvent pas rester dans un pays où, même quand vous êtes marchand ambulant, on vous déguerpit. Mais quand vous êtes menuisier, on vous déguerpit. Tu n'es plus libre dans ton propre pays. Et tu es jeune, tu dois bâtir ton avenir. Mais attendez, ce régime-là aussi, c'est un calvaire pour tous les Sénégalais et surtout pour les jeunes Sénégalais. Pensez-vous que le régime a véritablement compris les messages de ces jeunes manifestants? Non, moi je ne suis pas, en fait, je ne suis pas d'accord sur son discours pour dire que je vous ai compris. Comme moi, le disait je vous dis une chose, Hassan, aujourd'hui, on a un problème avec cette classe politique-là. Cette classe politique a été dépassée par cette génération-là. Cette classe politique-là, leur manière de faire la politique est caduque. Toujours, ils essaient vraiment d'étouffer les choses comme on le faisait en 2000 ou bien en 98. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre? Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? C'est-à-dire faire un audit sincère dans l'administration et essayer quand même de faire un recensement des diplômés. Essayer de les vraiment réinsérer pour apaiser la situation sociale et vraiment détecter des cabinets privés vraiment qui pourront assister les jeunes, ceux qui ont des projets et ceux qui sont diplômés, pour les orienter vraiment un par un. Mais détecter de l'argent comme ça, comme il a l'habitude de faire. Là, le président est un peu en avance. Il a dit qu'il allait sortir 350 milliards pour accompagner les jeunes qui ont des projets. Il a décidé de mettre en place des centres de formation dans les 45 départements pour renforcer la formation de ces jeunes-là. Mais c'est ce qu'il avait dit lors de l'immigration clandestine, de la recrudescence de l'immigration clandestine en octobre dernier. Il avait même mis en place un conseil national de l'insertion et de l'emploi, je ne sais pas. C'est tout simplement des superfuges pour vraiment étouffer la tension, pour dire que voilà. Et ici au Sénégal, toujours nous parlons de... En fait, le Sénégal quand même a quand même, par exemple, cette habitude de s'attarder sur des milliards. Quand on parle que ce calife a sorti tant de milliards ou bien le président a sorti tant de milliards, nous, à notre niveau, nous pensons que ce problème est résolu. Mais ce n'est pas ça. Il faut prendre le problème à bras du corps. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui vraiment réformer l'université d'une manière très sérieuse. Faire l'université une université d'excellence. Moi, je ne suis pas d'accord que tout candidat qui a reçu son bac doit vraiment intégrer l'université Cheikh Anta Diop. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. L'université Cheikh Anta Diop doit être vraiment des moyens ou bien des mécanismes qui vont participer sur l'émergence du pays. On doit vraiment, véritablement former des jeunes ingénieurs, des avocats, de brillants avocats, de brillants ingénieurs dans tous les domaines qui pourront porter le développement de ce pays-là. Mais si on met tous les enfants sous le même sac, il y a même certaines têtes brillées ou bien brillantes qui ne peuvent pas s'en sortir.
avec les dures conditions. Mais déjà, l'université est engorgée, on le sait tous. On n'a même pas la capacité d'orienter tous les bacheliers et vous voulez qu'on corse davantage les critères pour intégrer une université publique. Absolument, mais aussi il faut faire un travail à la base, Hassan, parce qu'il faut ouvrir des écoles de formation. Il y a des élèves qui ne sont pas d'accord de pousser leurs études jusqu'au lycée ou bien jusqu'à l'université. Mais il faut détecter ces jeunes-là pour les permettre... C'est ce qui se fait actuellement avec les lycées d'excellence, comme ce qui se passe à Diourbel. Mais les lycées d'excellence, il y a un seul lycée d'excellence, c'est à Diourbel. Donc qui enseigne un métier. À Limamoulaye, c'est payant. Mais il faut multiplier ces lycées-là. Il y a un autre qui est à Kolda. Mais il faut vraiment multiplier ces lycées-là, détecter les jeunes qui veulent faire l'artisanat, l'industrie à bas âge, les orienter dès vraiment la classe de 3e. Maintenant, l'université Cheikh Anta Diop soit une université d'excellence. Là où nous formons vraiment nos brillants magistrats, mais parce que vous voyez parfois de bonnes graines qu'on perd vraiment dans le grand lot, parce qu'on entasse les mauvais avec les dures conditions, avec les maladies contagieuses, tout ça, vraiment ça peut freiner et vraiment empêcher les bonnes têtes vraiment de pouvoir faire leur carrière. Alors, lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État nous a fait savoir que le Conseil a validé le projet de report des élections territoriales. Un 3e report, est-ce trop pour vous? Moi, je crois que vraiment c'est illégal. Et aussi, le président de la République ne devait même pas parler des élections locales. Parce que lui, il est élu à briguer vraiment la magistrature suprême. Mais les élections locales, c'est du ressort des localités, c'est du ressort des populations. Mais ce n'est pas au président vraiment de prolonger les reports ou bien d'organiser des élections. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord quand on dit que nous sommes dans un état de droit. Vraiment, avec ce régime de Macky Sall, on voit d'une manière vraiment exponentielle une régression de notre démocratie, un recul démocratique énorme. Quand tu vois un maire qui est élu pour un mandat, il surpasse ce mandat-là. Mais c'est le président de la République qui lui augmente ou bien qui lui proroge ce mandat-là. Ça, tout acte qu'il prend vraiment dans sa gestion, désormais, est illégal. Mais est-ce qu'on pouvait organiser une élection sans le du fichier réclamé par l'opposition? Non, mais absolument, mais c'était un prétexte tout simplement. Le fichier, on pouvait quand même le réviser à temps et organiser ces élections à temps. Mais quand même, il fallait, comme ils ont l'habitude de faire, de brouiller le fichier et de faire vraiment un jeu de cache-cache pour vraiment permettre à leurs élus vraiment de pouvoir entretenir la base. C'est tout simplement parce qu'il avait un projet de 3e mandat, il fallait laisser les maires travailler à la base, parce que ça, quand même, c'est un ancien maillon du système qui fait que les maires sont nourris par vraiment la magistrature suprême, qui les permet d'en tenir la base pour préparer ces élections. Est-ce que les maires peuvent faire en un an ce qu'ils n'ont pas pu faire durant tout leur mandat? Mais absolument, je suis d'accord. Ils ne peuvent pas rien faire dans notre commune comme Wakhinane Nimzatt. Ce que Racine Talla n'a pas pu faire durant presque 7 ans, il ne pourra pas le faire en un an. Il ne pourra pas le faire. Vraiment, c'est un maire fantôme qui est là, vraiment qui connaît mieux les rues de Paris que les rues de Guédiawaye et de la commune de Wakhinane Nimzatt. Mais je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord. Aujourd'hui, ces élections sont programmées pour l'instant en 2022. Si en tout cas la loi passe, 2022, c'était une année électorale avec les législatives qui devaient s'y tenir. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal a la capacité de tenir ces 2 élections en une année, ou nous allons aussi vers un autre report? Mais d'abord, il faut que ce régime apprenne à respecter le calendrier républicain d'abord. Parce que ça, quand même, vraiment, c'est une exigence de notre démocratie. C'est important. C'est comme si toi, tu connais la date de la fête de l'indépendance, c'est 4 avril. Le citoyen sénégalais doit savoir, d'ores et déjà, vraiment, la tenue de toutes les élections. On ne doit pas y toucher. Comme ça se passe aux États-Unis. Comme ça se fait aux États-Unis. Maintenant, on est à l'évolution de la démocratie, de la vitalité du jeu politique. C'est ça.
aujourd'hui la question. Mais pour revenir à ta question, je pense que nos finances publiques vont encore souffrir concernant l'organisation de ces 2 élections-là. C'est très coûteux, les élections, et surtout avec aujourd'hui dans un régime présidentiel où le président a la majorité, il va encore décaisser nos maigres moyens. Peut-on penser au couplage peut-être? Couplage, moi je suis pas d'accord aussi pour le couplage.